Salut, je m'appelle Léo. J'ai 24 ans et je suis étudiant en master d'architecture du patrimoine, ce qui veut dire que je passe mes journées à étudier de vieilles pierres. Je viens d'emménager à Marseille, dans le quartier du Panier. Mon appartement sent la poussière ancienne et le sel que le vent ramène du port. Je déballe une caisse de livres. Le bruit du papier froissé se mêle aux échos des scooters dans la ruelle en contrebas. Les murs sont encore nus, mes pas résonnent sur le carrelage froid. La seule chose que j'ai installée, c'est mon bureau. J'aligne mes crayons et mes équerres sur la planche de bois, un geste mécanique pour mettre un peu d'ordre dans le chaos des cartons. La lumière de fin d'après-midi dessine un long rectangle sur le sol, et je suis le déplacement lent de sa bordure avec mon pied, attendant que le soleil se couche. Ma routine est simple. Je me lève avec la première lueur, je fais couler le café dans une vieille cafetière italienne dont le joint est un peu usé. En attendant que ça monte, je reste assis sur un tabouret dans la cuisine. Et je suis du regard les fissures qui parcourent le plafond. Le silence de l'immeuble n'est brisé que par les cris des goélands qui planent au-dessus des toits en terre cuite. Une étagère, j'ai posé 2 ou 3 cadres. Il y en a un que je laisse face contre le mur. Je le prends, le retourne une seconde, puis le repose à sa place, caché. C'est une vieille habitude. Je sors mon téléphone de ma poche, regarde l'écran noir et le range aussitôt. Je n'attends d'appel de personne. C'était différent avant. Avant, le téléphone ne quittait jamais ma main. Le soir, je dîne debout, accoudé au plan de travail, en regardant les fenêtres allumées de l'autre côté de la cour. Silhouette bouge derrière les rideaux. Je fais la vaisselle. Une seule assiette, une seule fourchette. Je passe une main dans mes cheveux et je me rends compte que je n'ai pas prononcé un mot à voix haute de toute la journée. Le seul son est celui de l'eau qui coule. Puis, on frappe à ma porte. 2 coups, nets et assurés. Je sursaute. Ma main s'immobilise dans l'évier. Personne ne sait que j'habite ici. Je m'essuie les mains sur mon jean. J'avance à pas lents dans le couloir et je colle mon œil au Judas. La lumière du palier est faible, mais je distingue 2 silhouettes féminines, juste là, devant ma porte. J'ouvre. La première a des cheveux blonds très courts et un petit anneau au nez qui brille. Elle me tend une assiette avec un gâteau dessus. L'autre se tient un peu en retrait. Elle remonte ses lunettes à monture fine sur son nez et baisse les yeux. L'air du couloir est soudain moins vide. Il y a une odeur de citron et de quelque chose d'autre. Un parfum que je ne connais pas. « Salut !» On est tes voisines d'en face. Moi, c'est Chloé. Sa voix est claire, pleine d'énergie. Elle fait un signe de tête vers la porte en face de la mienne. « On t'a fait un gâteau de bienvenue, au citron. » Elle me tend le plat et je remarque que ses doigts sont tachés d'une encre bleutée, comme si elle avait passé la journée à dessiner. L'autre femme, Manon, ne dit rien. Elle lève juste la tête et me sourit. Un sourire discret, qui ne découvre pas de longs cheveux bruns attachés en un chignon un peu défait, et je vois le dessin d'une hirondelle tatouée sur sa cheville. Son regard croise le mien une seconde, puis glisse vers le gâteau que tient Chloé, comme si c'était plus facile à regarder. Je prends l'assiette, nos doigts se frôlent. Elle est encore tiède. Je murmure un merci, je sens la chaleur monter à mes joues. Je fais un pas en arrière, leur laissant voir le désordre de mon appartement. Désolé pour le bazar, je viens juste d'arriver. Je me frotte la nuque, cherchant quelque chose de plus intelligent à dire, mais rien ne vient. Chloé a un rire franc qui résonne sur le palier. T'en fais pas. Dis, on fait un barbecue sur le toit samedi soir, pour fêter l'été. Si ça te dit de venir, ça te changera des cartons. Elle donne un petit coup de coude à Manon, qui lève les yeux vers moi et hoche la tête. C'est un simple mouvement, mais il me donne l'impression d'être réellement invité. Je m'appelle Léo, je dis enfin, un peu tard. Samedi, oui, d'accord, je viendrai. Le sourire de Chloé s'élargit. Super Léo. Nous, c'est Chloé et Manon. Alors à samedi, sur le toit. Elle me tourne le dos et rentre chez elle. Je referme ma porte, je m'appuie contre le bois et je regarde ce gâteau au citron. Il me semble soudain très lourd. Le samedi soir est arrivé plus vite que prévu. Je suis monté sur le toit avec une bouteille de vin rouge à la main, le verre froid contre ma paume. L'air était doux, chargé de l'odeur des grillades et du bruit lointain de la ville. Chloé m'a vu et m'a fait un grand signe, son rire se mêlant à la musique qui sortait d'une petite enceinte posée sur le muret. Manon était près du barbecue, retournant des saucisses avec une pince, le visage concentré. Je me suis approché, un peu maladroit, et j'ai tendu la bouteille à Chloé. « Merci d'être venu, Léo », a-t-elle lancé, en me donnant une tape amicale sur l'épaule.
Elle a débouché le vin avec un tire-bouchon qui était accroché à son porte-clés. Geste expert et rapide. Manon a levé les yeux de la grille, m'a offert ce petit sourire qui ne découvrait pas ses dents et a reporté son attention sur la cuisson, ses cheveux bruns s'échappant de son chignon à cause du vent. Je me suis assis sur une vieille chaise en bois, un peu à l'écart, et j'ai observé. Les amis de Chloé et Manon parlaient fort, gesticulaient. Elle communiquait souvent sans un mot. Chloé pointait son verre vide, et Manon, sans même se retourner, lui tendait la bouteille. Je me suis surpris à suivre leurs mouvements synchronisés, comme si je déchiffrais un plan d'architecte. J'ai frotté mes mains sur mon jean, soudain conscient de leur solitude. Plus tard, Manon est venue s'asseoir à côté de moi, me tendant une bière. La bouteille était couverte de buée. « Ça va? Pas trop intimidée ?» a-t-elle demandé. Sa voix était plus basse que celle de Chloé, plus posée. J'ai hoché la tête, prenant une gorgée. Elle a poussé ses lunettes sur son nez, un geste que je commençais à reconnaître. Son regard a balayé la terrasse, puis est revenu sur la ville illuminée en contrebas. Et elle n'a rien dit de plus. Les semaines ont passé. Nos rencontres se limitaient à des saluts dans le couloir. Un matin, je l'ai croisée en bas de l'immeuble. Elle portait un sac de livres qui semblait lourd, ses doigts agrippés à la toile. J'ai ralenti le pas, hésitant à proposer mon aide. Mais elle a juste ajusté la sangle sur son épaule et a continué son chemin après m'avoir adressé un signe de tête. J'ai fixé la porte d'entrée bien après qu'elle se soit refermée. Un jour, poussé par une curiosité que je ne m'expliquais pas, je suis entré dans la librairie où elle travaillait. L'endroit sentait le papier vieilli et le bois ciré. Elle était derrière le comptoir, en train de tamponner une pile de livres. Elle a levé les yeux quand la clochette a sonné, et une lueur de surprise a traversé son visage. Elle a posé son tampon et s'est essuyé les mains sur son tablier en toile. Elle m'a montré un rayon sur l'histoire de Marseille. « Celui-ci devrait te plaire », a-t-elle dit en sortant un vieil ouvrage à la couverture abîmée. Nos doigts se sont effleurés quand j'ai pris le livre. J'ai senti la rugosité d'un cal sur son index. J'ai baissé les yeux sur le carrelage usé du magasin, le temps de reprendre une respiration normale avant de la remercier. Ce soir, j'ai entendu des coups frénétiques à ma porte. C'était Chloé, pieds nus, paniquée. Elle avait claqué sa porte en sortant les poubelles et laissant ses clés à l'intérieur. Manon n'était pas là. J'ai fini par réussir à ouvrir une fenêtre depuis le palier avec un vieux cintre. Le lendemain, elles m'ont tendu une vieille clé en laiton. « Tiens, au cas où », a dit Chloé. Manon a ajouté en me regardant « C'est plus simple ». J'ai pris la clé, son poids froid et lisse dans ma main. Après ça, une sorte de routine s'est installée. Certains matins, on se retrouvait tous les trois sur le toit pour boire un café avant de commencer nos journées. On s'asseyait sur le muret, regardant le soleil se lever sur les toits de tuiles. On ne parlait pas beaucoup. Chloé dessinait dans un carnet, Manon lisait, et moi, je regardais la ville s'éveiller, la tasse chaude réchauffant mes mains. Chloé parlait parfois de ses projets photos, ses mains dansant dans les airs pour décrire une lumière ou un angle. Elle était passionnée, son énergie remplissait l'espace. Un jour, son geste a été si ample qu'elle a failli renverser sa tasse. Manon, sans quitter son livre des yeux, a tendu la main et a stabilisé la tasse juste à temps. Un mouvement fluide, presque inconscient. J'ai commencé à parler un peu de mes études, moi aussi. Je leur ai montré des croquis de façade, des détails de corniche que je devais analyser. J'ai sorti un crayon de ma poche et j'ai esquissé la forme d'une gargouille sur un bout de papier. Manon s'est penchée par-dessus mon épaule pour regarder. J'ai senti la chaleur de sa présence et mon trait est devenu un peu moins assuré. Une fois, Manon a confié qu'elle devait animer une soirée de lecture à la librairie. Elle a suivi du doigt la fissure sur sa tasse de café. « Je n'aime pas parler devant les gens », a-t-elle murmuré, sans regarder aucun de nous deux. C'était la première fois que je la voyais laisser paraître une faille. J'ai arrêté de remuer mon café, le bruit de la petite cuillère me semblant soudain trop fort. Chloé a posé sa main sur le bras de Manon. « Tu seras parfaite », a-t-elle dit doucement. Leurs regards se sont croisés, un échange silencieux qui a duré quelques secondes. J'ai détourné les yeux vers le port, là-bas au loin, laissant cet instant leur appartenir. Je me sentais à la fois proche et terriblement extérieur à leur monde. Un soir de pluie, elles m'ont invité à regarder un film chez elles. L'appartement sentait le pop-corn et la lavande. Chloé s'est endormie au milieu du film, sa tête basculant sur un coussin. Le son de sa respiration régulière s'est ajouté à celui de la pluie qui frappait contre les vitres. Manon et moi sommes restés silencieux, nos regards fixés sur l'écran qui projetait des ombres dansantes sur les murs. Je me suis levé pour prendre un plaid sur le fauteuil et le poser sur Chloé. En me retournant, j'ai vu que Manon me regardait.
Elle avait enlevé ses lunettes pour nettoyer les verres sur son t-shirt. Sans elle, son regard était plus direct, plus intense. Il n'y avait plus de filtre. Elle a soutenu mon regard une seconde de trop, avant de baisser les yeux pour remettre ses lunettes en place. Mais j'avais eu le temps de sentir mon souffle se bloquer dans ma poitrine. Ça faisait maintenant 2 mois que j'habitais là. 2 mois que nos matins sur le toit étaient redevenus une habitude silencieuse. Dans ma poche, la vieille clé en laiton s'était réchauffée au contact de ma peau, son contour devenu familier. Mais ce soir-là, après ce regard échangé dans la pénombre du salon, j'ai senti en la touchant qu'elle ne servait plus seulement à ouvrir une porte. Son poids avait changé de nature. Les matins sur le toit étaient devenus une certitude, comme le lever du soleil. Je n'attendais plus d'invitation. Je préparais 3 cafés et je montais. Chloé arrivait souvent en bâillant, les cheveux en bataille. Manon, elle, était déjà là, un livre ouvert sur les genoux, le regard perdu vers le port. J'asseyais sur le muret, tendant une tasse à chacune, nos gestes devenus un rituel silencieux. La chaleur de la céramique se propageait dans mes paumes, un point d'ancrage dans le calme du matin. Un jour, Manon n'a pas ouvert son livre. Elle a suivi du doigt le bord de sa tasse, encore et encore, un cercle infini. Elle portait un pull trop grand pour elle, dont les manches cachaient ses mains. J'ai remarqué une petite cicatrice blanche juste au-dessus de son sourcil, que les lunettes dissimulèrent d'habitude. Elle a levé les yeux vers un goéland qui passait et a soupiré, un son si léger que le vent l'a presque emporté. J'ai fait semblant de ne pas l'avoir entendu, grattant une tache sur mon jean. Nos conversations se sont approfondies. Chloé parlait de son enfance avec Manon, de leur fugue pour aller voir la mer la nuit. Elle riait fort en racontant, mais je voyais son regard vérifier sans cesse celui de Manon, comme pour s'assurer que le souvenir était intact. Je me suis surpris à ne plus regarder que Manon pendant que Chloé parlait. Je suivais le léger plissement de ses lèvres, la façon dont elle hochait la tête, et je sentais que l'histoire se racontait là, dans son silence. Un après-midi, en passant devant sa librairie, je l'ai vue à travers la vitre, seule. Elle était montée sur un escabeau, essayant d'attraper un livre sur l'étagère la plus haute. Ses doigts effleuraient la tranche sans parvenir à la saisir. J'ai poussé la porte, le son de la clochette la faisant sursauter. Elle a failli perdre l'équilibre. Je me suis avancé et j'ai tendu la main pour stabiliser l'escabeau. Nos regards se sont croisés, et elle est redescendue sans un mot, le visage un peu rouge. Mon père construisait des bibliothèques, m'a-t-elle dit à voix basse, en époussetant un livre qu'elle venait de prendre. Elle disait que les livres devaient être un peu difficiles d'accès, pour qu'on les mérite. Elle a fait courir son pouce sur la tranche dorée de l'ouvrage. C'était la première fois qu'elle me parlait de sa famille. Elle a reposé le livre sur le comptoir avec une précision presque chirurgicale, l'alignant parfaitement avec le bord du meuble avant de changer de sujet. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste hoché la tête et j'ai pris un livre au hasard, feuilletant les pages sans vraiment les lire. L'odeur de papier et de colle emplissait l'air. Elle a commencé à ranger une pile de nouveautés, ses gestes méthodiques. Elle a laissé tomber un stylo. Nous nous sommes baissés en même temps pour le ramasser. Nos mains se sont frôlées. Je me suis relevé lentement, le stylo froid dans ma paume, et je le lui ai tendu. Elle me regardait. Les semaines d'été se sont étirées, chaudes et lentes. Un soir, en rentrant de la fac, j'ai trouvé la porte de leur appartement entr'ouverte. J'ai entendu un bruit sourd, comme un objet lourd qui tombe. J'ai hésité, puis j'ai frappé doucement. La voix de Chloé, étouffée, m'a répondu. Je suis entré. Manon était assise par terre, au milieu du salon, entourée de photos éparpillées. Elle tenait un cadre brisé dans ses mains. Des larmes silencieuses coulaient le long de ses joues. Chloé était à genoux à côté d'elle, essayant de ramasser les morceaux de verre avec un morceau de carton. Elle a levé les yeux vers moi, l'air désemparé. C'était une photo de ses parents, la seule qu'elle avait ici. Manon n'a pas bougé, son regard fixé sur l'image. Je me suis accroupi et j'ai commencé à ramasser les éclats de verre un par un, les déposant délicatement dans la main de Chloé, juste pour faire quelque chose, pour occuper mes mains. Plus tard, une fois le verre nettoyé et la photo posée sur une étagère, Chloé est partie faire des courses. Je suis resté avec Manon. Elle s'est enfin levée et a ouvert la fenêtre, laissant entrer l'air du soir. « Il est mort quand j'avais 16 ans », a-t-elle dit en regardant les toits. Après ça, tout est devenu fragile. Elle a resserré le pull autour d'elle. Je n'ai rien dit. Je me suis contenté de rester là,
à écouter le bruit de la ville qui montait jusqu'à nous. Ce soir-là, en partant, elle m'a raccompagné jusqu'à la porte. Elle tenait dans sa main la vieille clé en laiton que je leur avais rendue des semaines plus tôt. « Garde-la », m'a-t-elle dit. « Pas pour les urgences, juste garde-la. » Elle l'a déposée dans ma paume et a refermé mes doigts dessus. Sa main était chaude. J'ai senti le poids du métal, différent cette fois, plus lourd. J'ai hoché la tête, incapable de formuler une phrase cohérente. De retour dans mon appartement, je me suis assis à mon bureau et j'ai posé la clé sur le bois. La lumière du lampadaire de la rue la faisait briller. Je l'ai fait tourner entre mes doigts, sentant les aspérités du métal usé. Je me suis souvenu de mon ancienne relation. De la jalousie, des clés qu'on se reprend, des portes qu'on se ferme au nez. J'ai serré la clé dans mon poing. Celle-ci n'était pas une chaîne, c'était autre chose. Quelques jours plus tard, Chloé est partie pour un week-end de travail. Le silence sur le palier semblait étrange. Le samedi soir, on a frappé à ma porte. C'était Manon. Elle tenait 2 assiettes. « J'ai fait trop de pâtes », a-t-elle murmuré, en évitant mon regard. J'ai pris une assiette et je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise sur un de mes cartons, le seul qui servait de table basse, et on a mangé en silence, au son d'une radio lointaine. Après le dîner, elle a remarqué mes croquis épinglés au mur. Elle s'est approchée, a penché la tête. J'ai vu la petite hirondelle tatouée sur sa cheville quand elle s'est mise sur la pointe des pieds pour mieux voir un détail. « Tu vois la beauté dans les choses que les autres ne regardent plus », a-t-elle dit, sa voix à peine un souffle. Elle a effleuré du bout du doigt le grain du papier d'un de mes dessins. Mon souffle s'est bloqué. Je me suis approché pour lui expliquer le dessin, l'histoire d'une façade que je devais restaurer. Nos épaules se sont touchées. J'ai senti la chaleur à travers le tissu de nos vêtements. Je pouvais sentir le parfum de ses cheveux, un mélange de livres anciens et de quelque chose de floral, de discret. J'ai perdu le fil de mes explications. J'ai juste continué à pointer des détails sur le papier, ma main tremblant légèrement. Un orage a éclaté cette nuit-là. La pluie frappait violemment contre mes fenêtres. J'étais allongé dans mon lit, les yeux ouverts, écoutant le grondement du tonnerre. Je pensais à elle, de l'autre côté du mur. Je me demandais si elle avait peur, si elle lisait pour ne pas entendre le fracas du ciel. J'ai sorti la clé de ma poche de jean, posée sur ma table de nuit, simplement tenue dans ma main jusqu'à ce que le sommeil vienne. L'été touchait à sa fin. La chaleur était devenue lourde, presque suffocante. Nous étions tous les 3 sur le toit, regardant le ciel virer au violet. L'air était immobile. J'ai parlé pour la première fois de mon ex, sans donner de nom. Juste le sentiment d'étouffement, la jalousie qui ronge tout. J'ai fini ma phrase et j'ai vidé mon verre d'un trait. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était plein de ce que je venais de déposer entre nous. Manon, qui regardait la ville, a tourné la tête vers moi. Ses yeux, sans le reflet du soleil, semblaient en plus sombres. « L'équilibre est une chose si fragile », a-t-elle dit, comme si elle se parlait à elle-même. On a tellement peur de faire un pas de travers et de tout briser. Amener ses genoux contre sa poitrine, se faisant tout. J'ai eu envie de poser ma main sur son épaule, mais je me suis contenté de bouger ma chaise, réduisant de quelques centimètres l'espace entre nous. Ce geste a semblé suffire. Elle a un peu détendu ses épaules. On est resté comme ça un long moment, à regarder la nuit tomber sur Marseille. Le premier lampadaire s'est allumé en bas dans la rue, puis un autre, encore un autre. J'ai senti une sorte de paix s'installer, une chose rare, précieuse. Je n'étais plus seulement le voisin, j'étais là, avec elle. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas envie d'être ailleurs. C'est Chloé qui a brisé le silence. Elle s'est levée, a étiré ses bras vers le ciel étoilé. « Une vieille bouteille de vin qui nous attend en bas », a-t-elle annoncé. « Ce soir, on fête quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais on le trouvera bien. » Elle est redescendue, ses pas légers sur l'escalier métallique. Je me suis tourné vers Manon. Elle me regardait déjà. Pour la première fois, son sourire n'était pas juste une courbe discrète de ses lèvres. Il avait atteint ses yeux. Il brillait dans la pénombre. J'ai senti mes propres lèvres s'étirer en réponse. Un mouvement involontaire. J'ai ajusté ma position sur ma chaise, me préparant pour la nuit qui commençait, sans savoir qu'elle allait tout changer. J'ai simplement senti que nous étions au bord de quelque chose. Le silence est tombé, lourd et épais. Je retenais ma respiration. Mes doigts se sont crispés sur mon verre vide. Chloé et Manon se regardaient, un échange muet qui semblait durer une éternité. Je fixais un fil qui dépassait du tapis, n'importe quoi pour ne pas croiser leurs yeux. Dehors, le ciel s'est déchiré dans un premier grondement de tonnerre lointain.
J'ai senti la vibration jusque dans le plancher. Mon cœur a cogné une fois, fort, en écho. C'est Chloé qui a bougé la première. Elle s'est levée, a étiré ses bras comme si de rien n'était. « Ce fait tard », a-t-elle dit, sa voix un peu trop neutre. L'instant était brisé. Je me suis levé à mon tour, mes genoux ont craqué. J'ai bredouillé quelque chose à propos de mes cours du lendemain, une excuse boiteuse. Je n'ai pas osé regarder Manon. J'ai juste attrapé ma veste sur le dossier d'une chaise et je suis sorti, refermant la porte doucement derrière moi. De retour dans mon appartement, j'ai tourné la clé dans la serrure. Le clic m'a paru assourdissant. Je me suis appuyé contre la porte, le bois froid dans mon dos. Dehors, l'orage avait éclaté pour de bon. La pluie fouettait les vitres avec violence. J'ai regardé mes mains, elles tremblaient légèrement. J'ai traversé la pièce et je suis resté là, devant la fenêtre, à suivre les gouttes d'eau qui tracèrent des chemins sinueux sur le verre, brouillant les lumières de la ville. Le lendemain matin, le silence était différent. Je n'ai pas préparé 3 cafés. J'ai fait couler l'eau dans la cafetière italienne, juste assez pour une tasse. En attendant, j'ai fait les 100 pas dans ma cuisine. Je n'ai pas osé monter sur le toit. J'ai bu mon café debout, accoudé au plan de travail, fixant le mur. La boisson était amère, ou peut-être était-ce juste ma bouche. J'ai rincé la tasse et l'ai reposée avec trop de force dans l'évier. Les jours suivants, j'ai organisé ma vie pour les éviter. J'écoutais à la porte avant de sortir, attendant que le bruit de leurs pas s'éloigne dans l'escalier. J'ai changé de chemin pour rentrer de la fac, faisant un long détour pour ne pas passer devant la librairie de Manon. Je me suis plongé dans mes dessins d'architecture, traçant des lignes droites pendant des heures, appuyant si fort sur mon crayon que la mine se brisait, encore et encore. Le bruit sec me faisait sursauter à chaque fois. Chloé m'a envoyé un message pour un apéro sur le toit. « Tu nous manques », disait le texte. J'ai fixé l'écran, le pouce planant au-dessus du clavier. J'ai écrit, effacé, réécrit une dizaine de fois avant d'envoyer une réponse vague, prétextant une surcharge de travail. J'ai posé mon téléphone face contre la table, comme pour l'empêcher de sonner à nouveau. Je me suis passé les mains sur le visage, sentant la fatigue peser sur mes paupières. Un soir, je suis monté sur le toit, seul. L'air était frais, lavé par la pluie des jours précédents. Leur coin habituel était vide, mais les 2 coussins étaient toujours là, l'un contre l'autre. J'ai sorti la vieille clé en laiton de ma poche. Elle était froide dans ma paume. Je l'ai fait tourner entre mes doigts. Son poids semblait différent maintenant, accusateur. Je l'ai serrée dans mon poing et je l'ai remise dans ma poche, le métal pressant contre ma jambe. Est-ce que j'avais tout imaginé? Le regard de Manon, cette tension dans l'air? Peut-être que j'avais juste vu ce que je voulais voir. Je suis rentré et j'ai machinalement attrapé le cadre photo que je laissais face contre le mur. J'ai retourné. Le visage de mon ex me fixait. Je me suis souvenu de la possessivité, des questions incessantes. J'ai reposé le cadre, plus violemment que prévu. Le petit bruit sec a résonné dans l'appartement vide. Une semaine s'est écoulée. Une éternité de silence et de couloirs vides. Un soir, j'ai entendu un éclat de rire à travers le mur. C'était la voix de Chloé, claire et forte, puis celle de Manon, plus douce. J'ai arrêté de dessiner, mon crayon suspendu au-dessus de la feuille. Leur joie me parvenait, étouffée mais réelle. Et j'ai compris que ce silence que j'avais créé était bien pire que la plus maladroite des conversations. J'ai repoussé ma chaise et je me suis levé. Je me suis arrêté devant ma porte, la main sur la poignée. Mon cœur battait dans ma gorge. J'allais y aller. Juste traverser le palier, frapper et dire n'importe quoi. Que j'étais désolé, que leur amitié me manquait. J'ai pris une profonde inspiration, prêt à tourner la poignée. C'est à ce moment précis que j'ai entendu 2 coups, nets et hésitants, frapper sur le bois de ma porte. J'ai arrêté de respirer. Je suis resté immobile, la main crispée sur la poignée. Les coups étaient légers, presque timides. J'ai retiré ma main comme si le métal était brûlant et j'ai fait un pas en arrière. J'ai attendu une seconde, le cœur battant contre mes côtes. Puis, j'ai ouvert. C'était Manon, seule. Elle se tenait sur le paillasson, les mains jointes devant elle, ses doigts triturant l'ourlet de son pull. La lumière du couloir dessinait une auréole autour de ses cheveux défaits, et ses yeux semblaient immenses derrière ses lunettes. Je me suis écarté pour la laisser entrer sans un mot. Elle franchit le seuil et s'est arrêtée au milieu de mon salon, comme si elle ne savait pas où aller. L'air semblait soudain plus dense. J'ai refermé la porte, le bruit du pêne s'enclenchant dans la gâche a résonné lourdement. Pour me donner une contenance,
Je me suis approché de mon bureau et j'ai commencé à réaligner une pile de livres qui était déjà parfaitement droite. Mes gestes étaient lents, délibérés. « Je suis désolé », a-t-elle murmuré dans mon dos. Sa voix était si basse que je l'ai à peine entendue. Pour cette semaine, le silence. Ta question, elle nous a prises de court, c'est tout. Elle a fait quelques pas et s'est arrêtée devant un de mes croquis épinglés au mur. Une étude de gargouille. Elle a tendu la main comme pour toucher le papier, mais l'a laissé retomber le long de son corps sans le faire. Je me suis retourné, m'adossant au bureau. C'est moi qui suis désolé. J'aurais dû rester, parler. Au lieu de ça, je me suis caché. Je me suis frotté la nuque, le geste maladroit d'un gamin pris en faute. Votre amitié, c'est important pour moi. Je n'aurais pas dû la mettre en péril comme ça. Mon regard a glissé vers le sol, incapable de soutenir le sien à travers le reflet de ses lunettes, enfin tourné vers moi. Une lueur de tristesse a traversé son visage. Ce n'est pas l'amitié que tu as mise en péril. Chloé a peur. Et moi aussi. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Elle a serré les bras autour de sa poitrine, un rempart fragile contre le froid de la pièce. Et si on abîmait tout? La question est restée en suspens entre nous, fragile comme du verre. J'ai poussé sur mes jambes pour me détacher du bureau, réduisant la distance qui nous séparait. Je n'ai pas essayé de la toucher. J'ai juste attrapé un crayon sur la table, le faisant rouler entre mes doigts. Je sais ce que c'est, la peur de tout abîmer. Mais ce que je commence à comprendre, c'est que le silence abîme bien plus sûrement. Le crayon a arrêté de rouler dans ma paume. Je ne veux plus de ce silence. Elle a hoché la tête, une lente inclination. « Viens », a-t-elle dit. « On doit avoir cette conversation. Mais tous les trois. » Elle n'a pas attendu ma réponse. Elle s'est dirigée vers la porte, l'a ouverte et m'a attendu sur le palier. J'ai reposé le crayon à sa place, exactement dans l'alignement des autres, et je l'ai suivi, laissant la porte de mon propre appartement entr'ouverte derrière moi. Chloé était assise sur le canapé, les genoux ramenés contre sa poitrine. Elle n'a pas levé les yeux quand nous sommes entrés. Elle suivait du doigt une couture effilochée sur un coussin, encore et encore. L'appartement sentait le café froid et l'ozone, une odeur d'après l'orage. Manon est allée s'asseoir à côté d'elle, sans la toucher, mais sa simple présence semblait être un soutien. Je me suis assis dans le fauteuil en face. Le cuir usé a craqué sous mon poids. Le silence s'est installé, lourd, différent de celui des matins sur le toit. C'est moi qui l'ai brisé. Ma voix était un peu rauque. Ce soir-là, ai-je commencé en regardant Chloé. Tu as dit que vous partagiez tout depuis toujours, que rien ne s'était jamais mis entre vous. Je me suis arrêté, laissant mes mots flotter dans la pièce. Chloé a cessé de caresser le coussin, sa main s'est immobilisée. J'ai alors tourné la tête vers Manon. Nos regards se sont accrochés. J'ai pris une inspiration. Le son a semblé trop fort dans la pièce silencieuse. Vraiment tout? La question est sortie, plus calme que je ne le pensais. Manon n'a pas scié. Son regard a glissé vers Chloé. Ils se sont regardés, un long échange muet qui a étiré le temps. Je n'ai là cette fois. Je faisais partie du silence. Chloé s'est levée. D'un mouvement fluide, elle a traversé le salon. Et nue ne faisait aucun bruit sur le parquet. Elle a atteint la porte d'entrée et, sans hésitation, a tourné la clé dans la serrure. Le clic métallique a résonné, sec et définitif. Elle s'est retournée, s'adossant au bois de la porte, les bras croisés. Son visage était grave, ses yeux fixés sur moi. « Ça dépend », a-t-elle dit, sa voix basse et claire ne laissant place à aucune ambiguïté. « Ça dépend si tu sais garder un secret. » Son regard était intense, presque un défi. Sur le canapé, Manon a bougé. Elle s'est redressée, a poussé ses lunettes sur son nez et a ajouté, sa voix complétant celle de Chloé comme une évidence, de la part de nous trois. Le poids de leurs mots s'est posé sur mes épaules. J'ai baissé les yeux vers mes mains, posées sur mes genoux. Elles étaient stables. J'ai relevé la tête, les regardant tour à tour. Je ne promets pas que ce sera facile, ai-je dit. Je promets juste d'être honnête. J'ai plongé la main dans ma poche et j'en ai sorti la vieille clé en laiton. Je l'ai posée sur la table basse, entre nous. Le métal a brillé sous la lumière tamisée. Manon s'est penchée en avant. Elle a pris la clé, l'a fait tourner entre ses doigts, puis l'a fait glisser sur la table, vers moi. Le laiton a stoppé sa course juste au bord du bois. Alors, à côté d'elle,
Chloé a lentement hoché la tête, un minuscule sourire étirant le coin de ses lèvres. L'air dans la pièce a semblé se détendre. Enfin. J'ai tendu la main et j'ai refermé mes doigts sur la clé. Elle était encore tiède de sa peau. 6 mois ont passé depuis cette nuit-là. Notre matinée commence maintenant toujours de la même façon. Je prépare le café dans leur cuisine, le bruit du percolateur est le premier son de la journée. Je tends une tasse à Manon, qui est déjà plongée dans un livre près de la fenêtre, puis une à Chloé, qui dessine dans son carnet à la table. Personne ne parle. Nos gestes sont devenus une danse lente et silencieuse, maladroite parfois, mais la nôtre. Je m'assois et je regarde la vapeur monter de ma tasse. Les frontières entre nos appartements se sont effacées. Mes livres d'architecture sont maintenant calés entre les romans de Manon sur ses étagères. Une photo prise par Chloé, un portrait de goéland en plein vol, est accroché au-dessus de mon bureau. Ce matin, j'ai arrosé la plante verte qu'elle a posée sur mon rebord de fenêtre. En passant ma main sur les feuilles, j'ai senti que cet espace n'était plus seulement le mien. Il commençait enfin à ressembler à un foyer. Il y a des jours plus difficiles, des jours où le silence pèse. L'après-midi, Manon était particulièrement distante, et j'ai senti la vieille anxiété remonter. J'ai commencé à nettoyer le plan de travail, un geste nerveux et répétitif. Chloé s'est approchée, a posé sa main sur la mienne, arrêtant mon mouvement. Elle n'a rien dit, mais son regard a suffi. J'ai lâché l'éponge et j'ai respiré, le nœud dans mon estomac se desserrant un peu. Parfois, en dessinant, je regarde mes mains. Elles ne tremblent plus. Je me souviens de la première fois où j'ai pris l'assiette du gâteau au citron, mes doigts mal assurés. L'autre soir, j'ai surpris mon crayon en train d'esquisser non pas une corniche, mais l'hirondelle tatouée sur la cheville de Manon. Je l'ai regardé un instant, ce petit dessin secret sur un coin de page. Puis j'ai refermé doucement le carnet. J'ai compris que mon architecture intérieure avait changé. Nous sommes retournés dans les calanques. La dernière fois, j'étais l'ami, l'invité. Cette fois, je marchais entre elles. Le soleil tapait sur les roches blanches. Arrivé à un passage escarpé, j'ai tendu la main à Manon. Elle l'a prise sans hésiter, ses doigts s'ancrant aux miens. Chloé, quelques pas devant, s'est retournée et a levé son appareil photo, capturant l'instant. Le déclic de l'obturateur s'est mêlé au bruit des vagues en contrebas. La vieille clé en laiton ne pèse plus dans ma poche. Elle a trouvé sa place. Elle est accrochée à un petit clou près de leur porte d'entrée, à côté des leurs. Il y a la clé de Chloé avec son porte-clés décapsuleur, celle de Manon avec un petit signet en cuir, et la mienne, simple et usée. En rentrant ce soir, j'ai posé mes baskets à côté de leurs chaussures. Je n'ai pas eu besoin de frapper. J'étais juste rentré à la maison. Les soirées sont devenues plus calmes. Nous sommes sur le canapé, Chloé s'est endormie, sa tête sur l'épaule de Manon. Manon lit, sa main caressant distraitement les cheveux blonds et courts de son amie. Je suis assis par terre, triant des plans. Je sens une main se poser doucement dans mes cheveux. Je ne me retourne pas. Je ferme juste les yeux un instant, m'appuyant contre son genou. C'est un contact léger qui ne demande rien, mais qui dit tout. Ce matin, je suis monté seul sur le toit, avant l'aube. L'air est frais. Je regarde Marseille s'éveiller, les premières lueurs du jour colorant le ciel au-dessus de la mer. J'entends la porte grincer derrière moi. Je n'ai pas besoin de me retourner. Je me décale un peu sur le muret. Une présence s'installe à ma gauche, une autre à ma droite. Une tasse chaude se glisse dans ma main. Nous ne disons rien. Nous regardons juste le soleil se lever.